Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Mais d'abord, comme chaque lundi à 13h30, en direct et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr, le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre Baradez à nos côtés en plateau, chef analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Alexandre. Ouais. Rebond ou bull trap ? C'est un peu la question, parce que le rebond, on l'observe depuis les points bas de fin octobre en Europe et aux États-Unis. La question étant l'ampleur devant nous peut-être de la poursuite ou non de ce rebond. Est-ce qu'il y a un piège derrière ce rebond pour les investisseurs ? Ouais, en tout cas, le sentiment premier déjà, c'est que la consolidation que nous vivons finalement depuis un bout de temps est toujours en place, avec toujours cette idée que le marché n'a pas vraiment de quoi décrocher complètement, donc il n'y a pas de sentiment que ça va vraiment lâcher d'un coup, et de la même manière que les catalyseurs à la hausse, et on va en reparler, ce qu'on a pu peut-être entrevoir la semaine précédente, pas la dernière, mais celle d'avant, à savoir des chiffres à trouver un bon des US qui ont lifté les actions et fait baisser les taux. La semaine dernière, il y a eu un petit retour quand même du higher for longer qui a été rappelé gentiment par Jérôme Powell et Christine Lagarde également. Et donc, on sent bien qu'il y a cette volonté de la part des banquiers centraux de piloter le sentiment obligataire dans une zone haute, éviter que ça détende trop fortement. Et à la fois, on sent que si les stats américaines qu'on a eues il y a une quinzaine de jours sur l'emploi, sur l'ISM, si ça devenait quelque chose de récurrent, effectivement, Jérôme Powell aurait moins de mal à laisser le marché obligataire ajuster un peu les niveaux par rapport à ça. Ce serait ça le pilotage, justement. Mais on voit bien qu'ils n'en ont pas encore eu assez de ça. Donc, quand le marché obligataire s'étend un peu trop et que les actions, je ne dis pas que les actions, mais que l'obligataire se détend trop vite, mais ils nous remettent un petit coup de rappel de higher for longer. Mais l'idée, c'est ça, c'est que moi, d'un point de vue technique, on va donner des petits niveaux, mais on ne voit pas d'éléments ni très fragiles, ni très forts non plus. Donc, c'est ce sentiment que la volatilité à 14, elle peut monter à 20 sans trop de problèmes. Au-delà de 20, pourquoi ? Et aller tout de suite à 10, 12, pourquoi aussi ? Il n'y a pas non plus le contexte entre le Proche-Orient, les taux, etc., et la macro aussi comme qui ralentit. Il n'y a pas de quoi non plus d'étendre aussi vite au niveau de la volatilité. Donc, c'est ça l'idée. C'est de voir les messages monétaires, en tout cas, c'est comme ça qu'on attendait. La semaine précédente, avec la détente des stats américaines, le marché obligataire avait vraiment réagi sur la partie longue également de la courbe. Oui, ça, c'est important. C'était les ISM. Alors, c'était la semaine aussi, donc il y a 15 jours, de la réunion de la Réserve fédérale américaine, une approche plus équilibrée, et derrière, une série de chiffres ou des enquêtes ou les chiffres d'emploi également, qui montraient quand même l'idée d'un refroidissement de l'économie américaine, partant sur des niveaux de chauffe ou de surchauffe importants. On a tous en tête encore le chiffre de croissance au 3e trimestre pour l'économie américaine. Pourquoi le marché avait aimé ça ? Parce que Jérôme Powell souffrait de ne pas voir arriver ce ralentissement, surpris par la résilience économique. Enfin, semble-t-il, on commence à la voir arriver. Donc ça, c'est un élément... Et vous dites, voilà, dès qu'on voit les taux longs rebaisser de 30-40 points de base, du point de vue de la Réserve fédérale américaine, tout de suite, ça provoque un petit sentiment d'inconfort en disant, attention, parce que si je suis plus équilibré, moi, Réserve fédérale américaine, c'est parce que les taux longs sont à 4,80, 4,90 ou 5%. Oui. Si les taux longs reviennent à 4%, Exactement. Et le combat sera plus dur à mener pour ramener l'inflation à 2%. Mais ce que je vais vous dire, j'hésitais parce que je cherchais ça, c'était des signaux qu'on a aussi sur les anticipations d'inflation. On a vu que vendredi, par exemple, au niveau du Michigan, le fameux indicateur, donc la confiance baisse. Ça, c'est pas vraiment un problème pour Powell, parce que si la confiance des consommateurs baisse, c'est que leur consommation va aussi un peu ralentir. Et je ne pense pas qu'il soit contre ça non plus dans la partie des services. Par contre, de voir que les anticipations des consommateurs en termes d'inflation à 12 mois se redressent assez vigoureusement, même pour ne pas dire très vigoureusement, depuis 2 mois, ça, c'est la fameuse question des anticipations d'inflation. Et ça, effectivement, ça peut justifier aussi une question, d'une rhétorique qui resterait. Et c'est là que, selon moi, que le marché action, s'il devait consolider un peu plus, c'est-à-dire même retracer un peu une partie de ses gains, c'est là que la vulnérabilité se trouverait. C'est de se dire, on voit que la macro ralentit, Chine, pas dynamique, Europe, il y a vraiment un momentum de ralentissement, et Europe et États-Unis qui commenceraient maintenant. Et face à ça, on attend tous le moment où ça pivote un peu, où ça commence. Et si ça n'arrive pas, c'est là qu'il y a un peu d'effet de tenaille pour le marché action qui pourrait l'empêcher finalement d'aller chercher rapidement les points hauts. Si on regarde quelques enjeux
enjeux techniques pour un indice action européen comme le DAX, Alexandre, on le voit très bien avec votre graphique, comment les résistances de 2022 notamment sont devenues pour l'instant des supports pour les indices actions. Oui. Alors ça, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est des niveaux qu'on voyait déjà avant d'avoir testé. C'est-à-dire que le CAC, on était à 6008, le DAX c'était 14007. C'est des niveaux qui sont des niveaux techniques. On les trace parce que le marché les touche à plusieurs reprises. Et on voit une fois de plus que le marché réagit. Donc ça, c'est quand même un très bon signe malgré tout pour les investisseurs moyen-long terme. C'est-à-dire que c'est quand même des belles zones de réaction. Donc les gestions qui veulent allouer du cash ou autre, dans ce genre de niveau-là, je pense que certaines gestions rentrent dans ce genre de trou-là. Donc le fameux buy the dip, je pense, il est toujours d'actualité. La question, c'est est-ce que c'est le dip avant un V, c'est-à-dire est-ce qu'on repart de manière cadencée, séquentielle et sans se retourner, ou est-ce qu'on est parti dans cette zone un peu haute comme ça, entre 14007 et puis les sommets historiques, pour le CAC, donc, le DAX, donc dividende inclus, est-ce qu'on est parti pour faire des vagues, voilà. Et si vous regardez en fait la grosse oblique support qui passe par le creux de 2020 et de 2022 et le niveau horizontal, c'est une espèce comme ça de triangle, biseau, et moi je verrais bien le marché être comprimé là-dedans en plusieurs mois encore, ça va faire des oscillations, mais avec une zone basse qui quand même se redresserait progressivement pour in fine sortir par le haut. La question, voilà, c'est quand même une zone qui est assez haute en fait. Si on regarde ce triangle, la zone basse, elle est quand même dans des zones à 14 000, un peu en dessous de 14 000. Donc il y a quand même de l'amplitude possible. Je dirais que d'un point de vue haussier court terme, si on parle vraiment court terme, tant qu'on est, vous voyez, il y a des moyennes de prix, on les voit, elles sont en noir, là, 50, 100, et la 200 jours, on ne la voit pas, elle passe au-dessus. Il faut au moins revenir au-dessus de ce paquet-là, c'est-à-dire de moyenne de prix. C'est-à-dire à quelques clôtures daily, donc journalières, au-dessus des moyennes. C'est notamment la 200, qui est une moyenne assez importante. Tant qu'on est dans ces niveaux-là, moi, je ne suis pas fondamentalement agressivement acheteur. Je suis vraiment très neutre. Je pense qu'il y a autant de probas de retomber à 14 500, 14 700 que d'aller chasser 3-4% de plus. Donc, le test des moyennes de prix, on a la même sur le CAC 40, c'est important à noter aussi. Donc pour l'instant c'est un test, tant qu'on est sur ces 3 moyennes de prix en journalier, pour l'instant je me garde de dire il faut aller plus haut tout de suite, et de la même manière si vous voyez le DAX revient vers 15 000, s'il lâche 2%, parce que les stats sont moyennes ou autres, je pense qu'on peut assez vite revoir le support, le retester, passer un peu en dessous. Voilà. Donc un retour à 15 000 à partir de maintenant, ce sera à nouveau un peu baissier pendant quelques temps, et on peut compter peut-être 4-5% de baisse dans la foulée. Bon, on le rappelle, semaine d'échéance également, une échéance mensuelle, avec une saisonnalité du mois de novembre historiquement positive. On verra effectivement les prochaines séances et la clôture de la semaine seront des moments importants effectivement pour ces enjeux techniques de marché. Quand on regarde alors la tête du Nasdaq, Alexandre, on parlait d'un rebond pour le DAX. Bon, je ne sais pas comment il faut qualifier la série du Nasdaq depuis fin octobre qui a explosé là tous les plafonds. Quoi. Ouais, les plafonds. Alors, après, on était très disciplinés finalement pendant quelques mois. Il y a quoi, 8-9% de hausse là, c'est ça sur la séquence pour le Nasdaq, facile. Oui, non, mais c'est 5%, c'est et ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'on était très sagement établi dans un biseau baissier qui était tout à fait confortable et compréhensible. C'est-à-dire la grosse séquence d'avant, après le creux, là, c'était intelligence artificielle, on comprenait bien pourquoi. Ensuite, des résultats trimestriels, deux épisodes, on ne va pas dire mauvais, mais mitigés. Donc le marché avec des taux qui remontent en plus, qui remontaient à ce moment-là, on comprend parfaitement pourquoi on atterrit comme ça tranquillement. On sort par le bas, compréhensible aussi quand les taux sont hauts. Et la semaine, il y a 15 jours, voilà, plein de stats dans toutes les attentes. Ça y est, c'est le Pérou pour le marché, parce qu'enfin, on se dit que la Fed va commencer. Donc les taux se détendent et le Nasdaq bondit. Sauf que là, le mouvement, et je mets un point d'interrogation sur la dernière séquence, c'est celle de vendredi. Vendredi, les taux sont vraiment redressés. En gros, si on prend comme référence la semaine d'avant, en gros, le marché avait lâché à peu près 25 points de base. Pas depuis le point haut, depuis le début de la semaine, 25 points de base, on les a quasiment tous repris depuis le point bas. Donc les taux courts et longs, surtout courts, sont bien redressés. Et le Nasdaq a très bien encaissé ça vendredi. Et pour moi, encore une fois, on ne fait pas une tendance sur une journée, mais il y a quand même un truc un peu paradoxal. Pourquoi dans un contexte où les taux courts se retournent assez sensiblement, où les enquêtes en plus du Michigan montrent que le consommateur pense que l'inflation va accélérer un petit peu. La Fed aussi, la BCE, des membres de la BCE, ce matin encore Doug Windows, et semaine dernière un autre qui expliquait qu'on attend un rebond de l'inflation en Europe, un petit rebond. Je trouve que la séquence de poursuite de la hausse des valeurs de croissance est d'être un peu surfaite. Voilà, une petite dissonance là, vous dites. Dissonance, alors voilà, c'est sur quelques heures pour l'instant, on ne tient pas de conclusion, mais je trouve par contre que le message du higher for longer me semble quand même parti au moins novembre, décembre, janvier. Il y a quand même une notion un peu... Christine Lagarde, elle disait au FT la semaine dernière, du point de vue de la BCE, en tout cas, pas de baisse de taux, au moins dans les 2 prochains trimestres. Voilà. Comme ça qu'elle a formulé, ce qui n'est plus une forward guidance, je le précise, mais elle l'a formulé de cette manière-là dans un entretien avec Martin Wolf du FT.
Et donc, pourquoi, dans ce cas-là, on peut se dire, soit le marché n'y croit pas du tout, c'est pour ça qu'il est en train de partir comme ça, mais le marché obligataire a quand même réagi. C'est-à-dire que c'est ça que c'est là-dessus qu'on met le doigt. C'est pas tellement si les deux, l'obligataire ou les taux se détendaient encore et que le Nasdaq monte, on comprend. Voilà, il est un peu contradictoire. Donc voilà, moi je verrais bien une séquence. Si le higher for longer est vraiment là pour rester, longueur, je vois pas le Nasdaq aller chercher le point haut du dernier rallye. En fait, je le verrais bien rester dans cette séquence-là, qui me paraît correcte. Il y a une amplitude d'une dizaine, 42% de variation possible. Et donc, moi, je le verrais bien d'abord, avant d'aller chercher plus haut, de réintégrer un peu cette espèce de bisou. Voilà, revenir un peu au centre. Donc, c'est des niveaux 14 500, 15 000. Voilà, ces zones-là me paraîtraient atteignables dans une phase un peu de respiration de Nasdaq. Bon, on verra. Il y a encore quelques publications d'entreprises majeures aux États-Unis et en Europe, mais c'est vrai qu'on arrive à la fin également de la phase micro pour les marchés et pour les analystes. Pourquoi parle-t-on du pétrole également, Alexandre, pour ajouter là aussi de la facilité à l'analyse. On a des cours de matières premières alors, qui ne sont pas déprimés au point d'indiquer une récession économique mondiale généralisée, mais on a des cours de matières premières qui n'indiquent pas grand-chose en fait. Non, alors, d'un côté, c'est plutôt rassurant, c'est de se dire que finalement, malgré tous les épisodes qu'on a eu Proche-Orient, etc., il n'y a pas d'emballement de l'énergie à la hausse. On avait vu le gaz en Europe repartir à la hausse pendant plusieurs semaines et à nouveau, ça se détend un petit peu. Donc, c'est plutôt favorable pour le sentiment inflationniste ou autre. Mais là aussi, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le pétrole et les matières premières énergie baissent quand même de manière vraiment claire depuis plusieurs jours et les taux n'ont pas suivi, par exemple. Et on parlait du Proche-Orient à l'instant. Quand ça a éclaté, on était aux alentours de 80-82 $, on était monté à 89 à peu près. Là, on est passé sous les niveaux d'avant-crise du Proche-Orient. Et on a l'impression que c'est comme une espèce de balance où la vision macro, actuellement, l'emporte au point d'occulter le risque géopolitique. C'est une hypothèse qu'on avait d'ailleurs dessinée ensemble en disant est-ce que finalement, à un moment donné, le pétrole ne risque pas d'aller vers 75 si effectivement la partie Proche-Orient reste... Alors, évidemment, toute précaution due reste contenue géographiquement. Il n'y a pas eu non plus de contraintes supplémentaires sur l'offre. Je veux dire, je sais que la demande focalise beaucoup d'attention sur la partie offre. On sait que le pétrole iranien est revenu sur le marché. On sait que les États-Unis, dans la mesure de ce qu'accepte de faire l'industrie du pétrole de schiste aujourd'hui, produit à son maximum, entre guillemets, et que les Saoudiens sont attentifs aussi à pas créer trop de dommages de ce point de vue-là. Hein. Oui, donc c'est un cours, finalement, on se souvient qu'il y a quelques mois, l'administration américaine disait « non, on fera les stocks vers 70 ». Et c'est un argument qu'on a toujours dit. On a dit même quand il était à 90, on disait ils vont tenir ça. S'ils le disent, c'est qu'ils veulent le faire à un moment dans ces zones-là. Donc, il y a plutôt des hypothèses pour garder un retour vers 80, peut-être en dessous, j'y croyais pas forcément, mais au moins 80 et se stabiliser par là. Et là, on a effectivement finalement le scénario, je dis presque souhaité par l'administration américaine, d'avoir un baril qui retombe vers 70. Donc, est-ce qu'ils vont un peu bouger sur les stocks? On verra. Il n'y a pas urgence à le faire, je pense pas du tout. Mais voilà, ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est quand même ça. C'est qu'il y a quand même des grosses divergences entre les taux qui se sont redressés sur les messages plutôt d'ordre monétaire. Un baril qui devrait influencer les taux qui ne le fait pas. Et donc, qu'est-ce qu'on doit ressortir de tout ça? Peut-être que c'est l'aspect macro qui prédomine sur les matières premières et que les actions ne sont peut-être pas encore assez sensibles. Moi, c'est plutôt vers là que j'irai un peu dans les jours à venir. Mais pas en me disant ça va être la cata sur les actions. C'est en disant il y a une sensibilité qui apparaît peut-être sur les commodities, qui n'est pas un crash de matières premières, et on voit quelques datas chinoises, des PMI, que je pense que Vasine en reparlera beaucoup mieux dans quelques temps, et qui peuvent accompagner un peu ce scénario. Donc de revoir des indices européens, CAC, DAX ou autres, revenir un petit peu peut-être sous les 7000 ou autres, ça ne me paraît pas dingue dans l'ambiance macro actuelle. Merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage des enjeux de marché, des enjeux techniques en ce début de semaine d'échéance, une échéance mensuelle avec l'expiration des contrats futurs attendus ce vendredi sur les indices majeurs. Alexandre Baradez, chef analyste chez IG, avec nous chaque lundi à 13h30 pour le plan de trading de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.